Bonjour à tous et bienvenue sur Rouge et Blanc pour un nouvel épisode consacré aujourd'hui à l'ADN environnemental et au programme Régime alimentaire Loup Massif de Beldon. J'ai le plaisir d'accueillir Marielle Garcia, chef de projet au sein de l'entreprise Argali, basée à Sainte-Hélène-du-Lac en Savoie. Bonjour Marielle. Bonjour Thierry. Merci de nous accueillir ici dans vos bureaux à Sainte-Hélène-du-Lac. Et également à mes côtés Anne Mondino, notre nouvelle consultante qui m'a aidé à préparer cet épisode. Bonjour Anne. Bonjour Thierry, bonjour Marielle. Alors pour faire connaissance tout d'abord Marielle, écoutez, présentez-nous votre parcours. Alors, donc moi je suis issue d'une formation ingénieur généraliste de l'Université de technologie de Compiègne dans les Hauts-de-France, où j'ai obtenu un diplôme en biotechnologie moléculaire. Donc c'est toutes les méthodes d'études et de production de biens et services qui sont basées sur les organismes vivants et plus particulièrement sur ce qui les compose à l'échelle des molécules, donc tout ce qui va être protéines, ADN. Et on va dire que pendant cette formation, je cherchais un peu du sens à ces études qui étaient très orientées vers le domaine pharmaceutique. Et en me renseignant un peu, j'ai découvert en fait que tout ce que j'avais appris pouvait aussi s'appliquer dans le domaine environnemental. Par exemple, pour dépolluer nos sols, traiter nos eaux usées, nos déchets, mais aussi pour mieux évaluer la biodiversité qui nous entoure. Et c'est dans ce contexte que j'ai rejoint la société Argali. Qu'est-ce qui vous attire en fait dans cette entreprise ? Déjà, donc c'est son grand engagement environnemental dans le domaine des biotechnologies, et puis aussi son côté très humain où c'est une petite équipe et donc on place vraiment l'humain et le bien-être des salariés au centre. Tout ça en essayant d'œuvrer au maximum pour la préservation de l'environnement. D'où vient l'origine du nom Argali ? Alors, il a été choisi par les fondatrices et notamment par Eva Bellemin qui, lors de son précédent emploi, était partie faire une mission pour essayer de retrouver la piste du Yéti. Du Yéti ? Du Yéti, tout à fait. Nous, on connaissait le Dahu, mais ici, c'est plutôt le Yéti, donc. C'était le Yéti. Malheureusement, il n'y a pas de séquences ADN qui sont connues pour le Yéti, donc elles n'ont pas trouvé le Yéti, mais elles ont trouvé quelque chose d'autre qui était intéressant, et c'était l'Argali, qui est un mouton mouflon des montagnes. Et quel est votre engagement en matière RSE ici au sein de l'entreprise, qui est quand même très développé, hein ? Alors, on essaye, c'est vrai, de faire coïncider au maximum les valeurs qui sont portées par l'ADN environnemental, donc la préservation de la biodiversité, avec notre fonctionnement global en tant qu'entreprise. Donc, ça passe, par exemple, au niveau sociétal, par l'amélioration au maximum du bien-être des salariés, par une récolte d'informations aussi auprès de nos fournisseurs pour essayer d'évaluer quelles sont leurs pratiques en matière environnementale, mais aussi en matière de respect des droits de l'homme. Tout ça va nous servir pour essayer d'évaluer la pertinence de nos sous-traitances et de nos partenariats. Et puis au niveau environnemental, on est par exemple engagé avec des fournisseurs qui recyclent nos boîtes de pointe. Donc c'est ces petits objets qui nous servent pour l'épiquetage au laboratoire. Et donc ces boîtes de pointe sont récupérées pour fabriquer des nouvelles boîtes ou d'autres objets en plastique. Après, au niveau bioinformatique aussi, on compacte au maximum les jeux de données une fois qu'ils sont analysés pour occuper le moins d'espace possible sur nos serveurs et limiter notre consommation d'électricité. L'idée, ça va être aussi de développer des indicateurs précis comme un bilan carbone sur 2024 pour essayer de suivre nos progrès en matière d'engagement environnemental. Et puis à l'échelle du territoire, on est engagé avec le pôle économie circulaire de Cœur de Savoie, le PEX, qui est une initiative des associations Fibrétique et Solucir, et donc qui vise en fait à nouer des liens d'éco-circularité entre entreprises à l'échelle du territoire. Donc on va pouvoir recycler nos déchets et puis valoriser ces déchets à l'échelle même de notre technopôle Alpespace à Sainte-Hélène-du-Lac. Et puis après, c'est aussi les initiatives personnelles et collectives qu'on essaye de stimuler. On a par exemple suivi une fresque du sol proposée par l'Association pour une agriculture durable il y a quelques mois, qui nous a vraiment permis de nous questionner collectivement et individuellement sur tous les services qui sont rendus par le sol dans notre quotidien et quelles sont les menaces qui pèsent dessus. Donc ça peut peut-être paraître plein d'exemples anodins comme ça, mais en tout cas, on essaye à notre échelle de construire un équilibre qui soit cohérent entre la viabilité économique d'Argali, l'équité sociale et puis le respect de l'environnement. Est-ce que c'est une stratégie qui est plus développée parce qu'il n'y a que des femmes chez vous à Argali ? Il n'y a pas d'hommes, j'ai remarqué.
C'est ça, on est une équipe 100% féminine. Alors, c'est pas du tout un choix de la part de l'entreprise. Mais en tout cas, ça marche très bien comme ça. Et on essaye tout ensemble de co-construire cette démarche volontaire des entreprises pour aligner justement ces valeurs et notre fonctionnement. Argali est une jeune entreprise. Vous avez été, je dirais, accompagnée au départ par Savoie Technolac ? Tout à fait. Donc l'entreprise a été créée en 2017 par 2 associés, donc Eva Bellemin et Marie Pierron. Au début, elles ont rejoint un incubateur de start-up sur Savoie Technolac où elles ont fait émerger l'entreprise et puis bénéficié aussi d'un contexte très stimulant de pépinière d'entreprise. Et ensuite, elles ont rejoint un accélérateur de start-up du village du Crédit Agricole des Deux-Savoies, où là, elles ont continué à faire grandir la société au niveau stratégique, scientifique, administratif, international. Et puis en 2019 est arrivée une 3e associée, Aurélie Bonin. Et avec Eva, elles sont toutes les 2 issues du laboratoire d'écologie alpine de Grenoble, qui a été pionnier en fait dans l'utilisation de l'ADN environnemental pour l'identification de la faune et de la flore. Quels sont vos clients aujourd'hui ? Alors, on est amené à travailler pour une belle diversité d'acteurs. Ça peut être en majorité des instituts de recherche académiques, mais aussi des bureaux d'études en environnement, des industriels, quelques collectivités territoriales et des associations de conservation de la biodiversité. Alors, on va parler plus précisément maintenant de l'ADN environnemental. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors en fait, il faut savoir déjà que de manière traditionnelle, notre connaissance de la faune et de la flore, elle provient majoritairement d'observations qui sont faites sur le terrain par des spécialistes, les naturalistes. Mais il y a toute une multitude d'espèces qui sont invisibles aux yeux de l'homme, par exemple tous les micro-organismes, et donc qui ont échappé pendant longtemps à notre connaissance. Et on s'est rendu compte dans les années 90 que ces espèces-là pouvaient être en fait identifiées grâce à l'ADN qu'elles laissent dans l'environnement. Chaque organisme vivant, qu'il soit grand, petit, laisse des traces de son génome sur son passage. Donc ça peut être sous forme de cellules vivantes ou mortes, de poils, de pollen, de fesses, plein de traces différentes qu'on peut retrouver en fait dans l'eau, dans le sol, dans des sédiments par exemple, et qui nous servent pour dresser des inventaires de biodiversité, donc vraiment répertorier les espèces qui peuplent un milieu ou détecter des espèces à enjeu par exemple. Quelle est la différence avec l'ADN qu'on trouve en police scientifique, par exemple, ou en recherche sur l'homme ? La différence, alors dans l'environnement, on trouve aussi de l'ADN d'humain, puisque nous aussi, en tant qu'humains, sur notre passage, on laisse des traces de peau morte, par exemple, qu'on peut retrouver dans des échantillons. Et en police scientifique, c'est justement ces gènes-là qu'on va chercher et vraiment chercher à identifier l'individu qui les a laissés pour remonter, par exemple, au coupable sur une scène de crime. Et là, pour l'ADN environnemental, le but, c'est d'aller chercher l'espèce à laquelle appartient le bout de séquence, le bout d'ADN qui a été déposé dans l'environnement. Est-ce qu'on peut dire que l'ADN humain, entre parenthèses, ne s'occupe que de matière vivante et l'ADN environnemental aussi peut-être sur le végétal, en complément ? Tout à fait. Vraiment tous les êtres vivants, que ce soit les bactéries, les champignons, les végétaux, les animaux et les humains, tout ce qui possède des cellules et de l'ADN est source de dépôt d'ADN dans l'environnement. Quelles sont les applications justement de cet ADN environnemental ? Alors, cette méthode, elle a de nombreux champs d'application. On est par exemple sollicité pour réaliser des analyses pour des études d'impact. Donc là, ça va être l'objectif va être de dresser des inventaires ou de détecter des espèces pour évaluer les conséquences de projets de construction, par exemple de barrages, de stations d'épuration, de parcs éoliens en mer. On peut aussi faire des analyses de régime alimentaire à partir de crottes ou de contenus stomacaux. Un autre champ d'application, ça va être tout ce qui est implication dans la gestion d'espèces menacées, invasives ou indicatrices. On a par exemple travaillé avec l'Agence de la recherche pour la biodiversité à La Réunion pour essayer de cartographier certaines espèces de requins qui sont inscrites sur liste rouge autour de l'île. Et plus récemment, on développe aussi des protocoles pour essayer de détecter le plus précocement possible des espèces exotiques envahissantes, comme la renouée du Japon, pour essayer d'éradiquer ces espèces-là de manière plus efficace. Est-ce que donc l'ADN environnemental, ça fonctionne également dans l'eau ?
Tout à fait. On récupère beaucoup de traces de toutes les espèces aquatiques, les poissons, les amphibiens. Quand on filtre en fait de l'eau dans une mare ou même dans un océan, on est capable de retrouver en fait des traces d'ADN de toutes les espèces qui peuplent un milieu aquatique. Marielle, on lit donc souvent que l'ADN environnemental est utilisé pour détecter les espèces menacées, mais aussi les espèces invasives. Vous venez de nous parler des EEE, espèces exotiques envahissantes. J'ai lu aussi qu'on pouvait l'utiliser pour détecter les espèces indicatrices. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors, une espèce indicatrice, c'est une espèce qui va renseigner sur l'état d'un milieu, donc la santé d'un écosystème. C'est souvent des espèces qui sont sensibles aux conditions environnementales, donc aux perturbations, au réchauffement climatique, aux pollutions. Ça peut être, par exemple, certaines espèces de moules qui sont très sensibles aux pollutions et qui vont donc renseigner sur l'état de dégradation, par exemple, d'un cours d'eau. Ça peut être aussi dans le cadre du suivi de la qualité des eaux de baignade. Il y a une bactérie bioindicatrice qui est assez connue, c'est Escherichia coli. Et puis, comme pour la baignade dans la Seine, qui devrait avoir bientôt lieu et qui est compromise à cause de cette fameuse bactérie. Tout à fait. Voilà, en tout cas, on peut se baser sur des espèces vivantes pour nous aider à déterminer la qualité d'un milieu et donc ses potentiels usages pour l'homme. Pour ce qui est des espèces menacées, il existe des listes rouges qui possèdent plusieurs niveaux. Comment est-ce que les espèces y sont classées et à quoi ça sert d'avoir une liste rouge bien à jour ? Alors cette liste rouge, elle est établie par 3 organismes. Il y a d'abord l'OFB, l'Office français de la biodiversité, le MNHN, donc le Muséum national d'histoire naturelle, et l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ces 3 organismes, ils vont en fait collecter des données grâce à des inventaires de terrain par des naturalistes pour définir différents critères, par exemple la taille et l'évolution des populations, leur aire de répartition et puis les menaces qui pèsent sur ces espèces. En fonction de ces critères-là, une espèce va être classée selon 11 catégories. Ça peut aller par exemple d'une espèce qui fait l'objet d'une préoccupation mineure ou une espèce vulnérable ou en voie d'extinction. Et il y a différents objectifs donc à cette liste. La première, c'est vraiment d'établir une base de référence avec des données scientifiques très rigoureuses. Le deuxième but, ça va être d'identifier les espèces qui doivent faire l'objet d'un programme de conservation pour établir une population viable et des écosystèmes sains. Le but, c'est aussi de pouvoir suivre les progrès qui sont faits depuis l'établissement original de cette liste. Et puis enfin, dernier objectif et pas des moindres, c'est aussi la sensibilisation du public et des responsables politiques pour pourquoi la nécessité de mettre en place ces programmes de préservation pour la santé de nos écosystèmes et de la planète. Est-ce qu'on parle naturellement au quotidien du changement climatique ? Est-ce que vous intervenez également pour cette thématique ? Et comment ? Oui, par exemple, l'ADN environnemental peut aussi être utilisé pour évaluer différentes communautés écologiques. Je pense par exemple au milieu agricole où de plus en plus on essaye d'optimiser nos protocoles pour évaluer les pratiques, les effets de certaines pratiques agricoles sur la vie des sols. Donc ça, c'est un gros enjeu qui nous attend dans les années à venir. Et puis pour tout ce qui est aussi développement des énergies renouvelables, il y a un intérêt qui se développe sur ne pas perturber les écosystèmes et s'assurer que ces énergies-là ne vont pas être néfastes pour la biodiversité. Est-ce que vous travaillez avec différents partenaires comme les conservatoires d'espaces naturels peut-être ? On est sollicité, alors pas en majorité, mais oui, on travaille avec les conservatoires d'espaces naturels, des associations plutôt de biodiversité à l'échelle très locale dans des régions de France majoritairement. Est-ce que vous avez une spécialité par rapport aux autres entreprises qui font la même chose que vous ? Alors, il y a pas mal d'entreprises qui travaillent sur l'ADN environnemental aquatique. Nous, on essaye aussi d'aller se diriger vers l'ADN environnemental dans le sol. Et puis, je dirais que notre spécificité, c'est aussi de pouvoir s'adapter en fait à différentes matrices, donc différents supports de collecte de cet ADN. On peut travailler par exemple à partir de fleurs ou de feuilles séchées qui vont porter la trace des insectes et des arthropodes qui les ont visités. Ça peut servir pour déterminer les réseaux de pollinisateurs par exemple. On peut aussi collecter des mouches à sang qui sont des échantillonneurs environnementaux et qui vont porter la trace des mammifères qui auront été piqués dans les heures ou les jours précédents pour vraiment essayer de dresser un inventaire de biodiversité globale au sein d'un milieu naturel.
Concrètement, ça se passe comment? C'est un laboratoire, vous faites des prélèvements, il y a des microscopes, j'imagine, et d'autres outils aussi performants? Alors, on n'a pas de microscope, mais on a plein d'autres outils très performants. L'histoire, elle commence par l'échantillonnage. Déjà, on va conseiller nos clients sur déjà la meilleure matrice à collecter, si on va plutôt se tourner vers l'eau, du sol, des sédiments. Ensuite, quand on reçoit ces échantillons au laboratoire, on va extraire l'ADN, donc isoler seulement l'ADN qui est contenu dans la matrice. Et ensuite, on va cibler un fragment d'ADN, donc qu'on peut assimiler à un code barre génétique, qui est partagé en fait par toutes les espèces d'un grand groupe taxonomique. Ça peut par exemple être un fragment qui est partagé par tous les poissons ou bien par toutes les bactéries. Mais ce fragment, il a une spécificité, c'est qu'il est assez différent pour qu'on soit capable de différencier chaque espèce au sein de ce grand groupe taxonomique. Une fois qu'on a généré donc des millions de copies de ce fragment d'ADN par PCR, c'est une technique qui peut faire un peu peur parce qu'on en a beaucoup entendu parler pendant le Covid, mais c'est une technique moléculaire qui permet de photocopier un fragment de gène pour l'obtenir en très grande quantité, pour pouvoir ensuite le séquencer, c'est-à-dire déterminer l'enchaînement des nucléotides, les fameux ACTG. Donc lire en fait cet ADN pour obtenir la liste des espèces qui étaient présentes dans notre échantillon de départ. J'imagine que chaque espèce a un ADN différent? Tout à fait, on sait que le génome il est unique pour chaque espèce et même propre à chaque individu. Et c'est ce qui nous permet d'aller identifier de manière assez précise chaque espèce et parfois même remonter jusqu'à quel individu a déposé cette trace d'ADN dans l'environnement. Vous pouvez remonter jusqu'à quelle période? Alors, quand on analyse des sédiments qui sont assez anciens, on peut reconstituer des communautés d'espèces vivantes qui ont peuplé ces habitats-là dans le passé. Dans le passé, mais c'est quoi, des années, des siècles? Pour le sol et en tout cas les matrices terrestres, on peut vraiment avoir l'image de ce qui s'est passé il y a plusieurs dizaines d'années. Ah, que quelques dizaines d'années. C'est pas comme le carbone où on peut remonter jusqu'à l'origine. Je ne crois pas. Pas encore. Avec la paléogénétique, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on peut remonter très très loin. Peut-être. D'accord. Et est-ce qu'on connaît toutes les espèces et tout leur ADN justement aujourd'hui en 2024? Alors, il y a des bases de données qui répertorient justement toutes les espèces pour lesquelles des séquences d'ADN sont connues. Donc, il y a quand même beaucoup d'espèces à l'heure actuelle dont les séquences sont connues, mais il y en a encore une multitude qui sont inconnues et qui nécessitent d'être observées très rigoureusement pour essayer de lever le voile dessus. Alors, il y a une espèce qui est connue, qu'on connaît bien tous, c'est le loup. Ça nous permet de parler du programme Régime alimentaire Loup massif de Beldon. Alors, quel est son but et comment ça fonctionne justement? Alors, ce projet, il est financé à 75% par la Fondation Alpes Sauvages et à 25% par la DREAL, la Direction régionale de l'aménagement, de l'environnement et du logement. Et il a été monté dans le cadre d'un programme un peu plus grand qui s'appelle METRA pour la Meute, son environnement, son territoire et son régime alimentaire. Et ce projet, donc quel est son but en fait? Il a été monté en fait pour documenter le contexte environnemental autour de chaque meute de manière très localisée. Donc pour essayer de déterminer quel est l'habitat de chaque meute, quelles sont ses proies, dans quel contexte pastoral elle évolue. Tout ça pour faire suite au retour du loup en France. On sait qu'il a été éradiqué pendant une 50aine d'années sur notre territoire et il est revenu dans les années 90 depuis l'Italie suite à différents facteurs. Par exemple, l'exode rural qu'il y a pu y avoir dans les Alpes au XXe siècle, les préoccupations environnementales croissantes ou encore le retour aussi de populations d'herbivores qui sont les proies des loups. Et tout ça a contribué à ramener des habitats qui sont propices à son installation. Et donc aujourd'hui, la question c'est comment on cohabite avec la présence du loup et comment on fait dialoguer cette espèce avec nos activités humaines. On arrive à savoir, à recenser le nombre de loups dans nos régions des Pays de Savoie, ici par exemple? Tout à fait. On travaille donc actuellement sur ce projet où l'objectif c'est aussi de déterminer le nombre de meutes qu'il y a dans les massifs qui font l'objet de prélèvements et le nombre d'individus qui vont peupler chaque meute. Alors, comment vous prélevez l'ADN des loups? Alors donc l'échantillonnage, il a commencé en mars 2023. Il est réalisé par 4 équipes de naturalistes qui sont coordonnées par Gilles Raillet. Il y a le massif de Beldon qui fait l'objet de prélèvements, mais aussi d'autres massifs dans la Drôme ou en Provence.
On leur a fourni des kits swab, donc ce sont des écouvillons qui doivent être frottés sur la crotte de loup et qui doivent ensuite être conservés dans une solution de préservation de l'ADN. Une fois qu'on reçoit ça en laboratoire, on va extraire à la fois l'ADN de l'hôte, donc c'est-à-dire du loup, mais aussi l'ADN des proies, qui se retrouvent aussi dans les excréments malgré être passés par le tractus intestinal. Et il y a une partie de cet ADN qu'on va cibler pour ce qu'on appelle le génotypage. Donc ça, c'est une méthode qui permet de cibler un gène qui est unique pour chaque individu. Et donc, en lisant ce fragment d'ADN, on peut déterminer à quel individu appartient la crotte. Et on peut même parfois remonter jusqu'au lien de parenté entre loups dans une même meute. En gros, ça permet de savoir ce qu'il a mangé. Alors cette partie-là, ça permet vraiment de déterminer l'individu loup qui est à l'origine du dépôt de la crotte. Et puis en parallèle de ça, il y a une partie de l'ADN où on va cibler un autre fragment de gène qui, lui, va être partagé par tous les mammifères. Et donc en comparant ces séquences d'ADN de mammifères à la base de données dont je vous ai parlé, on est capable de dresser la liste des proies des loups avec donc les macro et les micro-mammifères qui auront été mangés par l'individu déterminé par le génotypage. Et à quoi servent ces données alors ? Alors ces données, ensuite, on les regroupe pour avoir la position géographique de chaque crotte, l'individu auquel elle appartient et donc son régime alimentaire. Et tout ça peut être recoupé donc pour évaluer le territoire de chaque meute, le nombre de loups qui peuplent chaque meute, la répartition aussi au niveau donc de ses proies, les proies domestiques, donc les moutons, les brebis, mais aussi les proies sauvages, donc tout ce qui va être grands herbivores type cerf, chevreuil, chamois, bouquetin, sanglier. On a aussi des lièvres, des castors et puis certains oiseaux comme des perdrix ou des faisans. Et donc tout ça va nous servir pour préciser le comportement de chaque meute de manière très localisée dans chaque massif pour essayer d'apprendre à mieux cohabiter avec lui. Est-ce que ça permet également de protéger, peut-être de faire de la protection des troupeaux, par exemple, qui sont souvent la proie des loups ? Tout à fait, en essayant d'établir des liens, par exemple, entre les élevages qui sont très impactés et certaines meutes ou leurs effectifs, on va pouvoir porter l'intérêt et interpréter ces résultats, par exemple, pour se tourner vers l'efficacité des moyens de protection ou pour établir des liens entre est-ce que une meute qui est bien établie est à l'origine de plus de dommages que des loups qui seraient isolés, par exemple. Donc, au-delà d'avoir seulement un pourcentage, on va dire, des proies d'élevage par rapport aux proies sauvages consommées par les loups, il y a un véritable intérêt à savoir quel individu, dans quelle meute, et de faire une réelle cartographie du massif avec son régime alimentaire. C'est pour ça, j'imagine, que vous utilisez l'ADN environnemental plutôt que des méthodes traditionnelles, comme par exemple identifier les restes de poils dans les crottes ou poser des pièges photographiques. Tout à fait. Après, il faut savoir que l'ADN environnemental, c'est une méthode qui est complémentaire aux inventaires naturalistes et ce projet le montre très bien puisque les spécialistes sur le terrain ont posé des pièges photographiques, des caméras thermiques. Ils ont aussi observé les différentes zones de marquage et les sites de rendez-vous des loups. Et l'approche moléculaire, elle va permettre de compléter ces données donc via l'identification des individus et leur régime alimentaire. Et donc en complémentant ces données-là, l'ADN environnemental permet en fait d'augmenter drastiquement notre connaissance du milieu naturel et de manière en fait plus globale. Si on dézoome un peu de ce projet loup, les avantages de l'ADN environnemental, ça va être aussi son caractère non invasif. Il n'y a pas besoin d'aller capturer des individus ou de perturber leur habitat pour obtenir des informations. Ça permet aussi, quand on va chercher certaines espèces, d'aller cibler des espèces qui sont rares et qui sont peu visibles ou peu différenciables par des spécialistes, des naturalistes. Et puis, dernier avantage que je vois, c'est aussi sa simplicité et sa praticité. C'est-à-dire que là où parfois il faut des jours à un naturaliste pour inventorier la biodiversité d'un habitat, aujourd'hui, à partir d'un simple prélèvement d'eau ou de sol, on est capable de répertorier les espèces de ce milieu naturel. On enquête sans le déranger, en fait. Voilà, c'est et ça. Sans le capturer. Sans le capturer. Et puis, pour les micro-organismes, c'est aussi intéressant de ne pas avoir à mettre en culture les bactéries, par exemple, et donc de cibler beaucoup plus large que seulement les bactéries qui sont cultivables sur des milieux bien spécifiques. Est-ce qu'il y a différents types de loups, différentes espèces ? Alors en France, il y a une seule espèce de loup, c'est le loup gris, dont le nom latin c'est Canis lupus.
Au sein de cette espèce, il y a différentes sous-espèces. Il y en a plus d'une trentaine, par exemple le loup ibérique ou le loup de Sibérie. Et puis après, à l'échelle mondiale, il y a quelques autres espèces de loups, par exemple le loup rouge, Canis rufus, qui est originaire des Amériques. Donc les loups sont protégés chez nous en France. Comment ça se passe justement ? Alors, le loup fait l'objet d'un statut de protection à l'échelle européenne. Et en France, il existe un plan national d'action qui permet d'orienter les décisions politiques qui sont prises en matière de compensation pour les élevages qui sont prédatés et qui définit aussi les études qui doivent être menées au niveau de la biologie et de l'écologie du loup, par exemple pour conserver une population viable. Donc en France, il y a aussi un plafond de prélèvement qui est fixé chaque année. Et aujourd'hui, il est de 20%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, on a le droit d'abattre plus de 200 individus parce qu'on estime que sur notre territoire, il y a à peu près 1000 individus de loups qui ont été recensés. Et donc, la question, c'est aussi de savoir quels sont ces individus qui font l'objet de ces prélèvements. Est-ce que c'est vraiment ceux qui sont responsables des dommages sur les élevages ? Est-ce que ça ne va pas perturber une meute ? Il y a des études scientifiques qui ont par exemple montré que le nombre d'individus qui constituent une meute est décorrélé du nombre d'animaux d'élevage qui sont prédatés. Ça veut dire que une meute qui est bien organisée est peut-être à l'origine de moins de dommages que des individus qui seraient isolés et dont la meute aurait été désorganisée par la main de l'homme. Donc vos travaux permettent de trouver ces informations en fait. Voilà, le but c'est vraiment de se focaliser sur une meute qui est l'entité sociale du loup pour vraiment essayer de proposer, en tout cas pour le programme METRA, des actions de protection et de préconisation à l'échelle d'une meute de manière très localisée. Marielle, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu comment ça se passe au niveau social dans une meute de loups ? Il y a un couple de dominants ? Je ne suis pas spécialiste du loup, mais en tout cas, des échanges qu'on a pu avoir avec Gilles Rayet ou d'autres spécialistes du loup, il y a un couple de dominants qui va chaque année avoir une progéniture. Et dès que les jeunes sont assez matures, ils vont en fait aller chercher un autre territoire sur lequel s'installer. Et c'est aussi comme ça que la dispersion du loup s'effectue en France. Parce que ce qu'il est intéressant justement de rappeler, comme vous venez de le dire, c'est que seul le couple dominant a le droit de se reproduire dans une meute de loups, ce qui fait que le loup n'est pas une espèce vraiment susceptible de pulluler. Et justement, dans ces fameuses études qui ont été faites notamment aux États-Unis, si jamais on abat un des loups dominants, il y a plusieurs problèmes qui vont se poser. Et là, c'est pour en revenir aux histoires de prédation sur les élevages, notamment ovins. Si on abat donc un des loups dominants, les loups dominés ne pourront plus chasser en groupe et sont donc plus susceptibles de se rabattre sur des proies plus faciles donc d'élevage plutôt qu'aller chasser en groupe, par exemple les cerfs. Donc voilà, c'est toutes des questions qui font que le sujet du loup est complexe et qu'on a besoin de scientifiques comme vous, comme Argali, pour faire des études sérieuses et avoir de vrais chiffres et une vraie cartographie du territoire. Quelle est la place et le rôle du loup dans la nature ? Alors moi j'aime bien partir de l'image selon laquelle la biodiversité serait comme une maison dont chaque espèce est une brique. Et donc si une espèce en vient à être fragilisée ou détruite, c'est toute la maison qui se retrouve en danger. Et le loup intervient à différentes échelles et notamment au niveau trophique en tant que super prédateur. Donc il va réguler certaines populations d'herbivores, on les a déjà évoqués, les cerfs, les chevreuils, les sangliers. Ce qui va avoir pour impact d'atténuer les effets négatifs sur les cultures et la végétation. Et puis au-delà, c'est tout l'écosystème qui est impacté. Ça va de la qualité des sols à la structure de certains cours d'eau, comme le cas avait pu être montré dans le parc de Yellowstone dans les années 90, où la réintroduction du loup avait entraîné une augmentation du nombre d'espèces de poissons, d'insectes et d'oiseaux suite à la création de mares et à l'étendue des forêts, qui découlait en fait de cette régulation sur les herbivores et donc sur la flore. Et après, de manière beaucoup plus locale, on a aussi des exemples dans le Vercors où la régénération des forêts, elle est aujourd'hui favorisée par le retour du loup, qui va en fait créer un paysage de vigilance sur ces herbivores. Et donc, les cerfs, les chevreuils vont être en alerte constante, ce qui va limiter les dégâts forestiers. Ça a des conséquences indirectes et directes, en fait. Tout à fait.
Et ça pour chaque espèce du vivant en fait. Et c'est souvent ces aspects-là qu'on a du mal à visualiser en tant qu'humain. C'est qu'on est tous interdépendants et que s'il y a une espèce qui se retrouve en danger ou en mauvaise santé, c'est tout l'écosystème, dont l'homme, qui va être impacté. Comment est-ce que la cohabitation, justement, se passe entre ces meutes de loups et les activités humaines chez nos voisins ? Vous l'avez dit tout à l'heure, notamment en Italie, le loup n'a pas disparu. Et donc, ça fait plus longtemps qu'ils sont confrontés à ces problèmes ou potentiellement ces solutions de cohabitation. Tout à fait, le loup n'a jamais été éradiqué en Italie et je dirais que la différence principale, c'est l'écart culturel qu'il existe entre la France et l'Italie au regard du loup. En fait, là-bas, le loup n'est pas considéré comme un ennemi, mais plutôt comme une mascotte, comme l'ours par exemple. Donc les éleveurs, les agriculteurs en fait se sont adaptés à sa présence, il fait maintenant partie du paysage et le but c'est la coexistence entre le loup et les activités humaines. Et l'exemple qui est souvent donné c'est le parc des Abruzzes qui fait partie du massif des Apennins qui traverse l'Italie du nord au sud. Où chaque année il y a plus d'1 million de visiteurs qui se rendent dans le parc pour essayer d'observer les loups ou les ours. Et donc ce tourisme vert comme il est appelé participe à l'économie du pays. Et donc, voilà, c'est vraiment un regard différent par rapport à la France. Quel regard a la France, justement, sur le loup ? Eh ben, c'est des contradictions entre différents intérêts. Et alors, le rôle d'Argali, c'est pas du tout de rentrer dans le débat. Nous, l'objectif, c'est vraiment de fournir des résultats qui soient aussi qualitatifs et fiables que possible. On n'est pas du tout impliqué dans les préconisations de gestion qui seront mises en place par la suite. Comme nous, on ne prendra pas parti, en tout cas. Merci de nous éclairer sur les moyens d'information que vous développez justement pour mieux connaître les loups et leurs conséquences. Moi, j'ai une dernière petite question, Marielle. Est-ce qu'on pourrait parler justement des solutions qui sont mises en œuvre ou qui sont envisageables à l'avenir pour une meilleure cohabitation avec le loup ? Eh ben, il y a tous les aspects des moyens de protection qui montrent leurs effets. Il y a aussi les indemnisations, par exemple en Italie, qui sont vraiment rapides et justifiées pour des élevages qui sont très impactés. Mais pareil, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce que je ne suis pas du tout spécialiste du sujet et je laisse aux gens qui savent beaucoup plus de choses que moi le soin d'en parler. D'ailleurs, à propos des patous, il y a un outil qui a été créé récemment par le réseau pastoral Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle MapPatou. Et en fait, c'est une carte de localisation des alpages protégés par les patous pour permettre à tous les acteurs, les randonneurs, les personnes qui pratiquent les activités en montagne, en fait, de référencer les élevages où il y a des patous sur place. Et ça prodigue aussi des conseils de gestes à adopter en cas de rencontre. Merci pour ces précisions. Quels sont les grands rendez-vous d'Argali en 2024 et 2025 ? Alors le prochain grand rendez-vous grand public, on va dire, c'est la fête de la science qui aura lieu à Chambéry les 12 et 13 octobre 2024. On sera particulièrement présente sur le village des sciences, donc où on va essayer de monter un atelier de vulgarisation scientifique pour essayer de proposer des petites manipulations ludiques pour grands et petits. L'idée, c'est de partager le savoir scientifique, de stimuler aussi la curiosité pour les sciences, et puis de faire le lien entre les domaines technologiques et sociaux, parce que je pense que la technique, elle trouve aussi en grande partie son intérêt dans ce qu'elle apporte à nos sociétés humaines. Et donc, c'est important pour Argali de s'investir dans la sensibilisation et l'éducation du territoire. Et le but, c'est aussi de rendre un peu ce dont on a pu bénéficier à nos débuts, et donc de proposer et de stimuler ces initiatives environnementales en montrant qu'il y a des entreprises locales qui s'investissent au niveau du territoire dans des projets d'avenir. Eh bien, écoutez, merci Marielle. On a pour tradition sur Rouge et Blanc de terminer par un message à nos auditeurs. Quel message avez-vous à faire passer ? Alors, si on dézoome encore une fois et qu'on se replace à l'échelle de la biodiversité et du dérèglement climatique auquel on fait face, moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il faut, je pense, cultiver notre émerveillement face à la nature, parce que ça a beau être mon cœur de métier, je pense pas que ce soit le solutionnisme technologique qui nous aidera à résoudre les défis qui nous attendent, mais plutôt un changement de regard et surtout un changement de pratique sociale. Et donc, pour moi, le plus important, c'est aussi de prendre conscience et connaissance de la biosphère et de replacer l'homme parmi ce grand tout pour pouvoir peut-être essayer, je l'espère, de nous sauver nous-mêmes. Un message de respect aussi, peut-être. Merci Marielle. Merci Thierry, merci Anne.
Merci à vous deux. Merci Anne, à très bientôt sur Rouge et Blanc. Et puis toutes les infos sont sur le site www.argali avec un Y à la fin.com. Merci, à très bientôt. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à nous mettre une étoile, à donner votre avis sur les plateformes de podcast et partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. Si vous désirez nous proposer un invité, une idée d'épisode sur la biodiversité, n'hésitez pas à nous écrire. Abonnez-vous à Rouge et Blanc pour être informé des nouveaux épisodes. À bientôt.